Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette session de gouvernance d'IA générative avec les gateways d'IA dans un contexte multi-LLM. Alors je vais faire comme au théâtre, je vais vous demander d'éteindre votre téléphone portable pour ne pas être dérangé par votre belle-mère ou votre voisin grincheux. Et vous aurez ainsi la meilleure des écoutes de cette session. On va commencer avant tout par un constat en donnant un coup d'œil dans le rétroviseur sur ce qui s'est passé les dernières années. L'utilisation des API est conduite par les cas d'usage de transformation numérique que nous avons. Dans le passé, les applications mobiles, les transformations cloud ou les microservices ont fait partie de ces transformations numériques et ont amené à utiliser de plus en plus d'API. Aujourd'hui, c'est l'IA générative qui est là et elle entraîne, elle aussi, de plus en plus d'API. Voyons cela. Pensons aux trois grands cas d'usage de l'IA générative. Il va y avoir l'entraînement des modèles de l'IA générative, son utilisation à proprement parler. Alors on connaît tous ChatGPT, mais pas que. Et puis l'interaction qu'il y a entre potentiellement vos API historiques et puis l'IA générative, qui doit être possible. Quel que soit le cas d'utilisation de l'IA générative, il y a une API derrière. Et plus il y a d'IA générative, plus il y a d'API. Voyons maintenant un petit peu l'écosystème qui gravite autour de tout cela. J'ai regroupé 4 typologies d'applications clientes. Les applications à proprement parler qui vont fournir un service d'IA sans même que l'utilisateur le sache, que sous le capot il y a de l'IA générative et il bénéficie de ce service nouveau. Les agents d'IA qui, quant à eux, vont exécuter des processus métiers complexes en orchestrant des capacités de l'IA générative. Les chatbots qui comprennent, reproduisent les interactions humaines, ChatGPT entre autres, mais pas que. Et puis un dernier groupe un peu fourre-tout, on pourrait citer Copilot de GitHub, qui permet aux développeurs de créer du code et aussi de créer des tests automatisés. Toutes ces applications interagissent donc avec l'IA générative. On va en trouver dans le cloud, les clouds LLM, ou encore en self-hosted. Donc il y a différents modes de déploiement qu'il faut aussi considérer. Je vais me poser quelques instants pour rappeler ce que c'est que le LLM. Bon, j'imagine que tout le monde sait, mais bon, sait-on jamais. LLM pour Large Language Model. L'idée de l'IA générative, c'est que c'est une typologie de programme d'intelligence artificielle qui permet de comprendre du texte et d'en générer. Mais pas que. Il y a aussi les images, les fichiers audio et puis les vidéos. Au-delà de cela, il va y avoir la possibilité d'entraîner les modèles avec ses propres données. C'est le fine-tune. Les modèles fine-tunés comme aussi le RAG, la génération augmentée, permettent d'éviter ce qu'on appelle l'hallucination de l'IA générative. Alors qu'est-ce que c'est que l'hallucination? C'est lorsque l'IA vous répond avec un aplomb phénoménal quelque chose qui est parfaitement faux. Je me souviens il y a de ça quelques années, à la question comment faire fondre un œuf, l'IA générative répondait mettez-le au micro-ondes. Bon, évidemment, ce n'est pas la bonne réponse. Et ces modèles entraînés avec des données personnalisées vous permettent d'améliorer la qualité et la précision des données. Et puis autour de tout ça va graviter aussi ce qu'on appelle les bases de données vecteurs, qui permettent de faire des rapprochements entre les mots qui sont utilisés en sous-main par les fournisseurs de LLM. Vous savez, qui fait des rapprochements entre, par exemple, un chien, un chat, un loup, animal domestique, animal sauvage. Et là, on imagine un petit peu les différents rapprochements qu'il peut y avoir. Ce qui est sûr, c'est que aussi bien à l'entraînement qu'à l'utilisation, il va falloir se poser la question, dans le contexte de vos organisations, de vos entreprises, l'utilisation des données et aussi principalement des données sensibles et confidentielles qui pourraient être utilisées dans ce contexte. Pensez aussi à la RGPD. Donc ce point d'intérêt, ainsi que d'autres, eh bien, les gateways d'IA doivent fournir des solutions, doivent fournir des exigences de niveau supérieur pour traiter tout cela. Parce que finalement, tout n'est pas qu'une question de connectivité entre les applications et les solutions d'IA générative. Il faut fournir des capacités de niveau supérieur pour que l'adoption de l'IA générative soit un succès, en conformité avec les règles d'urbanisation de l'entreprise
la charte, et puis à nouveau le RGPD. Il va y avoir un certain nombre d'équipes qui vont être sollicitées dans cette architecture. On va citer d'abord les développeurs qui, en relation avec les métiers, vont tout de suite adopter l'IA générative pour utiliser ces nouvelles capacités. On va citer aussi l'équipe sécurité et conformité qui doit se poser les bonnes questions concernant justement les données sensibles. Et là, je pense à Dell qui, encore le mois dernier, s'est fait voler, hacker 49 millions de comptes clients à cause d'une API qui était mal protégée. Et l'IA générative ne va pas y échapper. C'est quelque chose qu'il faut aussi considérer. Les architectes, quant à eux, doivent imaginer, concevoir les règles d'urbanisation de l'utilisation de l'IA générative au sein de l'entreprise. Pareil, ce n'est pas parce que c'est nouveau, que c'est moderne, qu'il ne faut pas appliquer les bons principes des frameworks de l'entreprise. Et puis le dernier, pas des moindres, c'est les Ops qui doivent s'assurer que lorsque j'ai mes applications qui utilisent cette IA générative, que ça fonctionne bien et il va falloir produire l'observabilité qui va bien. Le point aussi que je veux ajouter, c'est qu'on est dans un monde vraiment multi-LLM. Je pense que tout le monde est conscient. Bon, je le redis. J'ai discuté encore il y a de ça quelques semaines avec un éditeur de logiciels français bien connu dans le monde entier pour son logiciel de CAO, je ne vais pas le nommer. Il me disait avoir hébergé 50 modèles, 50 LLM. Et tous les mois, il y en a un nouveau. Alors pour quelle raison ? Vous le savez, pour des raisons de performance, il va y avoir un modèle qui va mieux comprendre, mieux répondre en français. Voilà. Autre exemple, on a le LM6 Organisation qui, avec son chatbot Arena, vous savez, fait un classement des chatbots les plus pertinents, les plus performants, et puis ça change tous les mois au regard de cette complexité. Alors si vous le permettez, je vais faire un petit sondage à main levée, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire qui d'entre vous, dans votre entreprise, organisation, avait commencé cette initiative autour du LLM, cette utilisation des LLM? Qui a commencé au sein de l'entreprise? Quelques mains, pas mal. Un certain nombre de mains sont déjà levées. Bon, je ne vous demande pas si vous êtes au tout début, si c'est en production et autres. Donc, je pense que pour vous, les sujets qui sont évoqués vont vous parler. Pour les autres, là, vous allez avoir les principales clés d'attention que vous devrez aborder pour avoir une adoption de l'IA générative dans les meilleures conditions. Donc, le titre de la présentation l'indiquait. C'est autour de l'AI Gateway qu'on va offrir des solutions. Les fournisseurs que vous connaissez d'API Gateway ont intégré, pour certains d'entre eux, des capacités autour de l'IA qui permettent d'adresser les sujets que je viens d'évoquer. La solution va être centrale entre les applications et l'IA générative et elle va adresser et offrir trois principaux bénéfices de par sa position centrale de gouvernance. Le premier, c'est la sécurisation. On va pouvoir sécuriser l'accès, on va revenir dessus, à ces différents LLM, on va sécuriser la clé d'API de ces LLM. On va aussi simplifier l'usage, l'utilisation en fournissant qu'un seul endpoint. Mettez-vous à la place du développeur qui veut accéder à tous ces LLM. Il y a des petites différences, les API sont globalement les mêmes et des spécificités. Les fournisseurs de AI Gateway doivent être en capacité à vous fournir un seul endpoint qui permet de unifier tout cela et d'offrir au travers de cette porte d'entrée un accès à tous ces LLM et finalement masquer cette complexité. Et le troisième, c'est le contrôle du prompt. Lorsqu'on requête, on prompte l'IA générative, il faut s'assurer d'un certain nombre de choses, notamment par rapport aux mots-clés qui sont autorisés, que ça soit en conformité avec l'entreprise. Donc plus dans le détail, je l'ai indiqué, l'AI Gateway fournit une seule API. Imaginez-vous avoir cette capacité avec une seule API, pouvoir être aiguillé sur du Cohere, sur du Claude 2, Claude 3 d'Anthropic, sur de l'OpenAI avec son grand frère Azure, avec GPT 3.5, 3.5 Turbo 4, Llama de Meta, Mistral, éditeur français, faut pas l'oublier. Et puis bien sûr les nouveaux là qui sont arrivés il y a de ça quelques semaines, mettons Bedrock d'AWS ou Gemini de Google. Tout ça doit être adressé au travers de l'AI Gateway et ça va vous permettre d'accélérer l'adoption et d'avoir un succès dans l'utilisation à moindre coût pour le développeur, une seule API.
comme j'ai cette API unique, je vais pouvoir appliquer de la sécurisation et de l'observabilité. Alors, différents niveaux. Je l'ai un petit peu évoqué précédemment. Toutes ces solutions d'IA générative utilisent une clé d'accès, une API key, qui est soumise après, qui permet de faire la facturation par rapport au nombre de tokens qui sont consommés. On reviendra sur cette définition. L'idée, c'est quoi? C'est que cette clé, on va la déposer dans ce coffre-fort qui est l'AI Gateway. Elle ne sera pas connue des développeurs. Ce qui va être connu des développeurs, assez classiquement, c'est un jeton d'accès avec votre serveur d'identité provider, avec OpenID Connect, sur lequel on peut appliquer de l'authentification, de l'autorisation, révocation et autres. Voilà. Et donc ça, on contrôle, on protège complètement la clé d'accès de la sorte. Ayant ce point central, on peut contrôler aussi le trafic. On l'a dit, on fait authentification, autorisation, on peut interdire l'accès à tel ou tel LLM. On sait que il y a des modèles qui sont plus coûteux que d'autres. Eh bien, en fonction des projets, on peut les autoriser à accéder à ces capacités supérieures ou pas. Voilà. La facturation se fait au nombre de tokens consommés. Eh bien, on va pouvoir appliquer du token limiting à l'heure, à la journée, pour contrôler l'usage. Ça va être très intéressant dans le cloud, parce que là, c'est le plus coûteux, mais c'est aussi vrai en déploiement self-hosted. Pour tout ce qui concerne l'auditabilité, la traçabilité, il faut pouvoir disposer dans ces AI Gateway de capacités de log de chacune de ces requêtes. Voilà, c'est toutes ces capacités qui doivent être requises. Sur le contrôle du prompt, je l'ai un petit peu évoqué précédemment, il faut que les AI Gateway puissent fournir différentes capacités. Donc le prompt guard, ça va être d'agir comme un firewall pour autoriser ou interdire des mots-clés. Imaginez que dans l'entreprise, les employés utilisent l'IA générative pour regarder des sujets autour du terrorisme ou des choses comme ça. Donc ça doit être proscrit, c'est interdit par la charte de l'entreprise. Et là, le composant dans l'AI Gateway, lui, va bloquer la requête, ne va même pas le permettre auprès de l'IA générative. On va pouvoir aussi décorer à la volée le prompt, sans même que l'utilisateur le sache, pour standardiser l'appel et avoir une réponse finalement qui va être plus ou moins uniforme, et ce, quel que soit le LLM. Le dernier que j'aime beaucoup, c'est le prompt templator. C'est une capacité d'avoir un playbook de template de prompt. L'idée, c'est qu'on demande aux développeurs à l'avance de réfléchir à des prompts de traducteurs, de programmateurs, des prompts qui ont été rodés, testés, dont on sait qu'ils fonctionnent. Puis une fois que c'est fait, on les met à disposition de la gateway et on peut autoriser que ces prompts, ces templates, à être utilisés. On verrouille encore plus l'accès si on le souhaite. Vis-à-vis de vos API existantes, des capacités additionnelles peuvent être proposées par les AI Gateway qui vont consister, là, cette fois-ci, je parle de vos API existantes. Les API existantes, créées depuis nombreux mois, nombreuses années, tournent. Bien, sachez qu'avec les AI Gateway, il est possible de les enrichir avec les capacités de l'IA générative. On peut les enrichir sur la question, sur la réponse, sur les deux à la fois, et le tout, bien sûr, sans modifier le code source. Donc c'est quelque chose qui est facilement réalisable. Là, on a un petit peu la vision détaillée de à quoi ça ressemble. Je vais retrouver mon client qui sollicite mon API historique sur le bas qui répond. Bon, ça c'est classique. Et entre les deux, avec les AI Gateway, il est possible d'activer ces possibilités où à la volée, sans même que l'utilisateur le sache, on sollicite l'IA générative pour différentes choses. Pour faire la transformation XML vers JSON, pour faire de la traduction d'anglais en français. Imaginez une API historique qui a toujours répondu en anglais, et pour des raisons de conformité, vous avez besoin de la faire parler en français ou en italien, espagnol. Bon, l'IA générative est là, et elle pourra le faire à la volée sans que vous ayez besoin de changer le code de vos API. Beaucoup de possibilités sont données. Là, le mot-clé, la sanitization, là, qui est un peu dur à traduire, en gros, c'est du nettoyage de données privées et confidentielles qu'on peut retirer. Pensez à des numéros de clients, des numéros de carte bancaire qui historiquement ont été utilisés par l'API en interne, que demain, cette API, on veut publier vers l'extérieur. Eh bien, on a besoin de masquer ces données. Eh bien, on peut faire appel à la Generative AI pour faire cela à la volée. Allez, je résume les trois grands bénéfices
de l'AI Gateway dans ce monde multi-LLM, c'est d'améliorer la mise à le time to market et la productivité des développeurs en fournissant simplement un seul endpoint, un seul point d'accès à toute cette richesse de ces différents fournisseurs de l'LM. Imaginez demain, lorsque GPT-5 sera disponible, eh bien, pas besoin de modifier le code pour y accéder, simplement une règle de routage dans les Gateway permettra d'y accéder. Deuxième force autour de la gouvernance et de la conformité, en mettant en avant toutes ces exigences fonctionnelles transverses que je viens de décrire, c'est autant de mise en conformité par rapport à la RGPD, notamment la charte de l'entreprise, qui vont pouvoir être appliquées. Ce n'est pas parce que l'IA générative, c'est nouveau, c'est moderne, qu'on doit s'autoriser et oublier les bonnes pratiques du passé. Du passé et du présent d'ailleurs. Et le dernier point, c'est l'optimisation des dépenses, le contrôle des dépenses. Tout autour des l'IA générative, la facturation va se faire autour des tokens. Eh bien, on peut les mesurer, les contrôler, les limiter, et puis aussi peut-être favoriser l'usage de modèles on-premise et ne basculer que sur les modèles cloud que s'il y a un dysfonctionnement et donc ainsi on va favoriser des coûts inférieurs on-premise que vis-à-vis du cloud. Voilà. La deuxième partie de cette présentation concerne l'illustration de cas clients. Alors cette illustration, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une vidéo live d'AI Gateway qui met en avant les capacités que je viens de décrire sur la base des retours d'expérience d'utilisateurs, de clients qu'on a eu, avec lesquels on a échangé. Et on va utiliser des prompts qui ont été simplifiés et anonymisés. Alors, à la régie Hervé, est-ce que vous pourriez basculer sur la vidéo? Voilà. Donc, illustration de ces cas clients, ça va vous permettre de voir un petit peu en live à quoi ça va ressembler. Pour les besoins de la démonstration et ce premier use case de contrôle d'accès à de multiples LLM, on va en utiliser 3. OpenAI, Azure et puis Mistral. Voilà, ils sont ici. J'ai préparé des collections à l'avance et on va utiliser, ce que je viens de souligner, un seul endpoint qui, en tant que système, là c'est pour prompter, voilà, on va dire je suis mathématicien, en tant qu'utilisateur, je pose la question. Combien font 1 plus 1? C'est relativement facile à suivre. L'assistant me dit que la somme de 1 plus 1, c'est 2. Bon, voilà. Qui a répondu? C'est GPT-3.5 Turbo. Et c'est la Gateway, bien sûr, qui a répondu. Lorsque je pose la même question, même prompt, toujours sur le même endpoint, c'est la promesse, cette fois-ci sur Mistral. La réponse est un petit peu différente. Là, il y a toute la capacité générative qui se met en œuvre. Mais bon, bonne nouvelle, 1 plus 1 est toujours égal à 2. Cette fois-ci, c'est le Mistral Tiny qui a répondu. Et puis le dernier pour l'illustration, c'est OpenAI qui me dit oui, c'est toujours égal à 2 et c'est GPT-4 qui a répondu. Donc on a bel et bien utilisé, on est passé par l'AI Gateway, on le voit aussi dans les entêtes HTTP de réponse. Ça c'est un peu technique, mais il y a le champ via AI Gateway qui le montre, qui fait la démonstration qu'on est passé par ce endpoint. Qu'est-ce qui fait que je suis routé d'un LLM à l'autre? C'est un entête HTTP que je viens de souligner là, qui est personnalisable, Mistral AI, et puis Azure qui donne cette capacité aux développeurs de passer d'un LLM à l'autre. Là, ce qu'on voit, c'est l'interface graphique de l'AI Gateway, qui sur Azure, qui sur Mistral, OpenAI me permet de définir les routes et les policies. Donc ici, j'ai mon chemin qu'on avait vu précédemment dans Insomnia, qui permet de gérer les collections de façon protégée. Et là, c'est l'entête HTTP. La policy qui est en place, c'est l'AI Proxy, c'est elle, la pierre angulaire qui permet de faire l'aiguillage à destination du LLM. Le point principal, c'est la clé. La clé sur Azure, c'est un API key et elle est protégée, comme je vous l'avais indiqué, par l'AI Gateway dans un Vault. Vault, c'est quoi? C'est un dictionnaire qui fait que c'est complètement sécurisé. D'autres éléments ici me permettent de configurer le modèle, l'identité du déploiement ou encore l'instance dans Azure. Ici, je limite avec 256 tokens. À chaque appel, je limite, je contrôle. Et là, je sélectionne le fournisseur de LLM qui m'intéresse. Si jamais je suis en on-premise, là, je mets simplement l'URL sur le champ du dessus. C'est comme ça que ça marche. Présentement, tout développeur qui a accès à ce endpoint peut le consommer. Maintenant, on va le sécuriser avec de l'OpenID Connect. J'ai préparé la policy à l'avance. Il suffit simplement de l'activer. C'est sur Keycloak avec OpenID Connect. Ça veut dire que lorsque je retourne dans mes collections,
et que je rappelle à nouveau le LLM, je vais avoir une erreur. Une erreur parce que 401, voilà, je suis pas autorisé, parce que je n'ai pas présenté un compte user, mot de passe ou client ID, client secret. Là, je l'active et cette fois-ci, je peux de nouveau consommer. Vous voyez, c'est de façon un petit peu classique. C'est comme ça les bonnes pratiques autour de l'AI Gateway pour sécuriser l'accès à ces différents LLM. On ne communique pas aux développeurs la clé d'API des LLM, mais on leur fournit un user, un password ou un client ID, client secret. Voyons un petit peu maintenant cette notion de prompt qui est très intéressante qu'il faut tracer. On va changer un petit peu la requête de prompt pour avoir une réponse d'assistant un petit peu plus longue. Donc là, on va lui demander quels sont les meilleurs cloud providers. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, un peu plus de temps. On voit que pour faire un plus 1 égale 2, c'est rapide, mais pour trouver la liste des meilleurs cloud providers, c'est un petit peu plus long. Bénéficier d'une réponse un petit peu plus conséquente et donc le nombre de tokens de la complétion, on va le voir, va être beaucoup plus important. Et là, je vais vous montrer la mécanique qu'il y a derrière cette notion de token avec un outil qui est disponible en ligne que vous devez connaître. Bon, la réponse, voilà, il me dit que le premier c'est AWS, le deuxième c'est Azure. Alors selon OpenAI, hein, je fais un copier-coller de la réponse. Cette réponse, elle prend plusieurs centaines de tokens. Et on le voit en bas, hein, ça va être tracé sur chaque appel. L'AI Gateway doit tracer sur chaque appel le nombre de tokens consommés. Le prompt, c'est le token consommé par la question. Alors, cette réponse, je la prends et je la mets dans l'outil en ligne. Vous pouvez y accéder, hein, c'est OpenAI Tokenizer, qui permet de visualiser tous ces tokens. Donc là, je fais un coller du texte et en dessous, avec ce jeu de couleurs, je vois chaque token qu'il y a derrière chaque mot. Et d'ailleurs, des fois, certains mots sont découpés en plusieurs tokens. Et derrière un token, on le voit avec Token ID, il y a un identifiant et c'est ça qu'après est utilisé par les bases vecteurs qui font des rapprochements entre les mots et c'est le début de la mécanique utilisée. Alors, fin de l'illustration du premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, on a vu ces tokens. Pour l'instant, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que je peux requêter autant de fois que je veux mon IA générative, une fois, deux fois, trois fois, bah, très bien, pas d'erreur, pas de limite. Donc là, l'idée, ça va être d'appliquer une limite. On connaît tous l'API Rate Limiting sur des API Gateway classiques. Et ben, sur les AI Gateway, il faut avoir les mêmes capacités. Donc là, j'ai la liste de toutes mes policies. J'active le AI Rate Limiting par token. On peut changer le message d'erreur. Plutôt que de dire API Rate Limit, on peut dire token Rate Limit. Et puis ça va se faire au niveau du service. Ce qui est important, c'est de pouvoir le faire LLM par LLM. Hein. C'est le titre de la session, on est dans un environnement multi-LM. Donc là, ce que je fais, c'est que voilà, pour toutes les 60 secondes sur le LLM Azure, je vais autoriser à consommer 200 tokens en tout sur le total token. Bon, c'est passé un peu rapidement, mais peu importe. Donc, c'est-à-dire que lorsque je réactive, je ressollicite mes collections, moi je vous dis des nouveaux en-tête pour du debug, la démonstration a été activée, ça c'est classique. Il y en a un qui diminue, là, je ne suis plus qu'à 92 alors qu'au début j'avais 200. Et puis encore quelques sollicitations et j'ai une erreur. Vous voyez un petit peu la capacité à contrôler les tokens, contrôler la facturation, c'est aussi une façon de faire. Là il m'en reste 0 et il me dit juste en dessous que dans 9 secondes, je pourrais réessayer. Voilà, les 9 secondes sont maintenant quasiment passées. Si je réessaye à nouveau, eh bien j'ai 200 et j'ai ma réponse présentée ainsi. Contre les tokens et de la facturation, on a déjà vu cet aspect. Maintenant, on va activer et agir comme un firewall au niveau du prompt, en autorisant ou en interdisant des mots-clés. Là, je change un petit peu de prompt. Ça reste toujours très simple. Allez, en tant que programmeur Java, je veux savoir comment on fait un écho en Java. L'assistant me dit, bon, c'est un système out.println. Donc, je vais autoriser ou interdire ces mots-clés Java ou .NET ou COBOL, je vais vous le montrer. Là, c'est déjà en place. À dire vrai, ils sont déjà autorisés et je vais vous montrer ça en quelques instants. Donc en .NET, pour faire un écho, c'est un console write. Et puis en COBOL, tiens, est-ce qu'il y a des développeurs COBOL dans la salle ? Pas sûr. Certains sourient, certains ont dû en faire. Voilà. Allez, considérons maintenant que le COBOL, il est interdit. C'est un cas d'école, hein, je vous l'ai dit. Hein. On va l'interdire sur le LLM Azure et on va utiliser le prompt guard, une capacité de gouvernance. Et là, on retrouve tous les mots-clés qui sont allow, autorisés. Alors, c'est une expression régulière, ceux qui ne sont pas connaissance de ça, je vous dis, c'est pour considérer caractère minuscule, majuscule. Là, on vient en train de regarder Java, là c'est .NET. Et le dernier, c'est COBOL. COBOL était autorisé, on va l'interdire. Donc, on le supprime et on le bascule dans la liste du dessous, le deny. Et on va donc interdire ce mot-clé COBOL qu'on là, on met simplement avec une expression régulière un petit peu
simplifié. Donc lorsque je retourne dans ma collection, cette fois-ci que j'appelle le prompt pour demander comment je fais un écho en COBOL, j'ai un bad request. Et error 400, ça veut dire que le LLM n'a même pas été sollicité. C'était bloqué par l'AI Gateway. C'est la capacité de la solution. Bonne nouvelle, bien sûr, les autres mots-clés sont toujours autorisés. Toujours dans cette notion de contrôle du prompt, donc cette capacité à définir un playbook de template, pour définir à l'avance comment utiliser le prompt. Donc soit en tant que programmeur, soit en tant que traducteur. On va d'abord regarder le template programmeur. Il y a cette syntaxe un petit peu particulière. On va l'appeler en donnant deux propriétés. Je suis programmeur quoi, Java, et le programme que je veux faire, c'est ouvrir un fichier. Bon, alors Azure AI, qui là est sollicité, va me répondre, puis il me donne tout un exemple. Bon, là, je ne mets pas forcément en avant aujourd'hui les capacités de l'IA générative, on est tous convaincus. Simplement copier-coller une remise en forme pour vous montrer que oui, ça fonctionne bien. Le template a bien fonctionné. Une petite remise en forme dans Visual Studio me permet de récupérer très facilement le code Java qui permet d'ouvrir un fichier. Ça, c'est très bien. Premier exemple de template. Deuxième exemple de template. Là, je suis traducteur. Traducteur de quoi? Première propriété, je veux traduire en français. Et je veux traduire « We like to learn about LLM ». Et là, la réponse est « Je voudrais apprendre sur le LLM ». Donc voilà comment on peut requêter le prompt de façon standardisée. Là, je passe en espagnol. C'est dynamique. Me gustaría aprender a hacer des LLM. Et j'ai la réponse. Voilà. Alors, cette policy, comment elle est configurée? Elle se fait dans cette policy. Les deux templates ont déjà été prédéfinis. Ça, c'est le traducteur qui, on va revenir dessus en quelques instants, là, c'est le programmeur, qui définit en tant que rôle système, en tant que rôle utilisateur, la façon de prompter. En fait. Il est là, le prompt qui est demandé au LLM. Et là, il dit, voilà, on a un traducteur, un expert du langage, et entre accolades, il y a langage. Il va être récupéré dynamiquement avec la propriété du template que j'ai montré tout à l'heure. Et là, c'est traduit le texte dans le langage. Langage et texte sont, au moment de l'appel, paramétrés. Et donc, l'idée, c'est de fournir aux utilisateurs des templates déjà rodés qui fonctionnent, dont on sait qu'il y a un certain succès. Alors, cette route d'accès AI Prompt Template, à dire vrai, maintenant, je peux la requêter avec un prompt classique. Là, c'est dites-moi un peu plus sur ce que c'est que le LLM. Donc là, finalement, c'est autorisé. Grâce à cette notion de template, si je veux, je peux n'autoriser que les templates. Donc, entre guillemets, interdire celle-ci. Donc, c'est ce que je viens de faire. Et donc, c'est-à-dire que lorsque je veux rappeler ce prompt classique, il me dit non, c'est bloqué. Le LLM n'a pas été sollicité. C'est le template qui est autorisé. Je le remonte là avec le template de programmeur. Donc, standardisation du prompt d'IA, quant à lui, c'est une autre façon de... Alors, on utilise, en fonction des cas clients, bien sûr, on utilise telle ou telle capacité de l'AI Gateway. L'idée, c'est d'ajouter en suffixe ou en préfixe des directives au prompt. Donc là, en tant qu'utilisateur, on dit, voilà, 10 mots sur pourquoi ma société est formidable. Il dit, voilà, c'est l'expertise, l'innovation, la qualité des produits, bon, très bien. Donc là, pour la route concernée, Azure, on va rajouter une policy pour standardiser là et le traduire en français. Donc ça se fait très facilement. Ou bien en suffixe du prompt avec l'append, ou bien en préfixe. Il faut que j'ai cette capacité à modifier le prompt pour standardiser le prompt au sein de l'entreprise. Par exemple, de dire, voilà, tu vas répondre en français. Et lorsque je sollicite à nouveau ma collection, cette fois-ci, automatiquement, l'utilisateur, sans même faire quoi que ce soit, il dit le prompt en français, votre entreprise est géniale. Vous apprécierez au fait au passage que l'entreprise, on n'a jamais dit laquelle c'était, mais l'IA générative dit qu'elle est géniale. Bon. Allez, pour les API existantes, deux autres possibilités sont offertes. Là, c'est la capacité à modifier les requêtes de vos API existantes en appelant l'IA générative. Là, je vais utiliser le service HTTP Bean, peut-être que certains connaissent, qui a la capacité à renvoyer dans la réponse les formulaires qui ont été envoyés. Ici, j'envoie un formulaire avec cities, une liste de villes. Bon, c'est ce qui me renvoie dans la réponse. Les villes, c'est San Francisco, Berlin et Paris. Et puis, c'est un exemple, et une température à 10. Alors, on va utiliser les capacités de l'IA là pour, à la volée, doubler la valeur 10
et après, on lui demandera de rajouter les noms des pays associés à chacune des villes. Donc pour ce faire, on active cette policy de Request Transformer, donc toujours sur vos API existantes, sans même les modifier. Et comment ça se passe? Ben voilà, pour OpenAI, on lui passe la requête du prompt, on lui dit, ben voilà, pour chaque nombre trouvé dans le JSON, tu vas les doubler. Donc je mets en place la policy, donc il scanne tous les nombres, et puis ben, là où il y avait un nombre, 10, et ben, ça a été doublé, c'est passé à 20 très facilement. Deuxième possibilité pour cette illustration, pour ces 3 villes, je lui ai demandé d'y ajouter le nom du pays. Donc je vais venir compléter le prompt existant. Ce qui est intéressant, c'est que pas besoin de modifier le code source de votre API existante, et l'utilisateur à nouveau n'a pas cette information comme quoi l'IA générative a été appelée. Alors voilà, ajoute pour chaque ville le nom du pays entre parenthèses. Mais des fois, il faut être un petit peu plus directif. Ne rajoute pas du texte parce que l'IA générative des fois est trop créative, donc limitons-le. Il y a aussi une possibilité en baissant la température sur les policies, pour ceux qui connaissent, qui permet de limiter cela. Bon voilà, et bien, pour chacune des villes, San Francisco, on a récupéré USA, Berlin est en Allemagne. Voilà. Donc tout ça c'est fait automatiquement, dynamiquement, grâce à la puissance de l'IA générative. Ce qu'on a fait pour la question, on peut le faire pour la réponse. On va utiliser le même service, mais dans un contexte peut-être un peu financier, de paiement de carte industrie, de PCI DSS. Là, je vais passer à un numéro de carte de crédit. Donc, dans la réponse, donc c'est envoyé, puis dans la requête, puis c'est renvoyé dans la réponse par le service. Le service me renvoie ce numéro de carte de crédit en clair. Évidemment, c'est pas en conformité avec PCI DSS. Pensez aussi à toutes les données sensibles qui peuvent être passées. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le LLM Azure, on va lui dire, tiens, pour le même JSON, tu vas trouver tous les numéros de carte de crédit, tu vas les masquer. Hein. Et donc, là, il est complètement masqué, sauf les 4 derniers digits, ça c'est un petit peu classique. Il a remplacé tout seul comme un grand les premiers chiffres par des étoiles. Hein. Et donc, et ça sans rien coder. Allez, dernière possibilité qu'on va faire, on va demander à l'IA générative pour ce numéro de carte de crédit, d'y préciser le type de carte de crédit. Vous savez, Visa, Mastercard et autres. Donc, on met à jour le prompt et on ressollicite à nouveau la collection et le requêtage à destination du service. Voilà, c'est chose faite et il a ajouté le nom de la propriété comme un grand, CC Type, Visa. Bon, ça s'appuie sur le premier chiffre. Hein. Quand c'est un 4, c'est Visa. Allez, dernière illustration de cette présentation. Il n'y a pas de mise à disposition de la générative IA au sein de l'entreprise si ce n'est pas contrôlé correctement. Et pour que ce soit contrôlé correctement, il faut que ça soit observé. Donc ici, on fait un exemple d'observation dans ELK avec un dashboard. Il faut que votre AI Gateway puisse fournir un dashboard. Et puis, vous vous souvenez que sur chacun des appels, on avait le nombre de tokens qui étaient consommés. Hein. Le prompt, la question, la complétion, la réponse. Et ça, il faut pouvoir le faire sur chacun des LLM. Et ça donne ces possibilités de suivre en temps réel l'usage des tokens qui sont consommés par l'IA générative au travers de l'AI Gateway. Comme on a le nombre de tokens et on a les modèles, on est capable de calculer un coût. N'oubliez pas que chaque fournisseur d'accès a un coût différent par modèle. Et au sein du modèle, le coût du prompt n'est pas le même que le coût de la complétion. Tout ça, il faut que ça soit injecté dans les solutions d'observabilité avec cette notion-là pour avoir ce type d'information. Au début, on avait l'information globale et après, on a le nombre de tokens qui sont consommés par fournisseur, Azure, OpenAI, les trois LLM qu'on a utilisés depuis le début. Un certain nombre de modèles ont été utilisés, et bien on va voir cette information, GPT-3.5 Turbo, GPT-4, tout ça c'est récupéré automatiquement. Donc là c'est tout fournisseur, tout LLM, hein, oui parce que et Azure, OpenAI ont GT35 Turbo. Comment je fais pour avoir la répartition? C'est ici, dernier graphique, mettons. Là j'ai la répartition LLM modèle, et ainsi pour OpenAI, on a 2 modèles GPT-4 et GPT-4O, O pour Omni, hein, qui est
Le modèle est sorti il y a de ça 2-3 semaines, qui est beaucoup plus performant que la version précédente. Ce qu'on a aussi en graphique, il faut l'avoir en tabulaire, ce nombre de prompts, coût des tokens, et tout ça, ça doit être mis en corrélation avec le bon fonctionnement de la solution. Le coût c'est bien, mais il faut savoir si ça fonctionne bien. Et donc là, j'ai le suivi de mes codes HTTP classiques, 200 OK, 400, vous savez, quand j'utilisais le mot-clé COBOL, c'était interdit, 401, c'était pas autorisé. Bon, une notion de performance aussi est importante, de surveiller le poids de l'AI Gateway dans la réponse pour solliciter les LLM. Là, la partie basse, c'est quoi? C'est vraiment pour du debug, pour de la traçabilité. C'est la capacité à avoir appel par appel une trace dans votre puits de données et puis d'avoir les métriques propres à l'AI, le nom du modèle, le nom de l'instance, ici c'est Azure, le modèle c'est GPT-35 Turbo, puis requête par requête, d'avoir le nombre de prompts qu'on avait vu tout à l'heure dans le retour de l'API. Bien sûr, il faut que ça soit tracé dans votre puits de données. Ici, c'était limité à 200 tokens par minute. On a aussi cette information. On peut aller plus loin dans le traçage. On peut aussi rajouter le détail de la requête. Pensez avoir cette capacité grâce à l'AI Gateway, le détail de la requête et le détail de la réponse, pour voir un petit peu les différents mots-clés qui ont été utilisés et si c'était fait à bon escient. Il suffit simplement d'activer une option, de loguer le payload, les données utiles, et on va voir cette information. Donc là, je l'active. Je vais retourner sur ma route d'accès, mon endpoint sur Azure, tel qu'on l'a vu tout à l'heure avec le calcul mathématique. Je fais 2-3 appels. Et là, il va y avoir une différence dans le puits de données, capacité à tracer et avoir tout le détail de ces informations pour de l'auditabilité, comme je l'indiquais en introduction. Donc là, un rafraîchissement. Et je retrouve ici 2 nouvelles entrées. Donc le payload request, concernant le prompt, combien font 1 plus 1, et puis j'ai la réponse. Voilà. Donc, ce que je viens de vous montrer sur ELK, bien sûr, faut avoir, tout le monde n'a pas ELK, d'autres auront Loki, Prometheus, Grafana. Il faut aussi avoir ces possibilités. Ça peut être du Datadog, ça peut être du Splunk. L'AI Gateway se doit de couvrir tous ces enjeux. Et bon, c'est ce que ce nombre de fournisseurs font en publiant ce type de métriques qui sont importants pour l'observabilité et le contrôle. J'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie de cette écoute. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir au stand Kong juste à côté, puis je vous montrerai l'implémentation qu'on a fait, nous, de l'AI Gateway. Merci.